Il nous reste combien de temps à peu près avant d'arriver au volcan là? Pour arriver au volcan du Teide, il nous faut une quinzaine de minutes. C'est vraiment très beau et impressionnant. C'est la fierté de l'île de Tenerife. Bah, j'imagine, oui. C'est la réputation qu'il a en tout cas. Hola, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène aux Canaries, cet archipel espagnol situé au large des côtes marocaines. J'ai voulu un voyage d'île en île, différent de la carte postale habituelle, pour vous surprendre. Je vais commencer par Tenerife, bien entendu, la plus connue, mais je vais aussi m'intéresser à d'autres plus confidentielles et particulièrement authentiques. Donc 4 îles pour 4 identités très différentes et surtout la possibilité pour moi de découvrir la nature spectaculaire et sauvage de ces îles de feu. Voilà, soyez les bienvenus dans mes échappées belles. L'archipel des Canaries dévoile quelques-uns de ses secrets à Jérôme. Regarde en face, elles arrivent. Une immersion magique et renversante. On est tellement habitué à vivre près de la mer que quand tu vas ailleurs, il te manque quelque chose. Pour moi, c'est un mode de vie. Une terre généreuse et respectée. Il s'est adapté parfaitement au climat et au sol de ces îles. C'est vraiment une plante magique. Des traditions bien vivantes. Ils doivent faire attention, pas à trop faire la fête, aller aux entraînements et l'amour une fois par semaine. Un environnement unique au monde. Cette quantité d'étoiles dans le ciel que l'on peut voir dans cette île de La Palma, c'est comme on pouvait le voir il y a 2000 ans. Sans pollution lumineuse, tu restes sans voix devant tant d'étoiles. Bienvenue sur ma planète. C'est tout à fait ça. Des rencontres et des sourires qui donnent envie de chanter. Première étape de ces échappées belles, Tenerife. Salut Jérôme. Bienvenue. Bienvenue au Teide et à Tenerife. Merci. C'est le point culminant de l'Espagne. Quelle altitude là-haut? 3718 mètres. C'est superbe, je suis très heureux d'être là, vraiment. Ça commence fort. Hein. Il y a pire comme vue pour aller bosser, hein? Oui, c'est un privilège de travailler ici, à cette altitude. Ouais. On est très au-dessus des nuages. C'est époustouflant. La nature. Ici, tu peux voir l'île de Grande Canarie. Une autre île. Jérôme, on va monter au cratère. Ouais. On va faire un peu de sport. Avec plaisir. C'est pas facile. Ça veut dire que tu as une super condition physique alors, hein? Oui, c'est sûr. Les gens qui travaillent à cette altitude ont une particularité. Vu qu'il y a 20% d'oxygène de moins qu'au niveau de la mer, nous avons un organisme qui fabrique beaucoup plus de globules rouges. Tiens, regarde ici, il y a une fumerole. Touche-la, mets ta main, et vois comme c'est chaud ici. Ah, c'est chaud, hein? Et puis on sent bien l'odeur soufrée, hein? Si. Ouais. On y est presque.
Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des mesures pourquoi? Nous faisons des relevés chaque mois pour voir l'évolution des gaz. Est-ce que le Pico est en bonne forme? Oui, en tout cas, il est actif. Sinon, tu n'aurais pas autant de fumerolles parce qu'on est sur des gaz volcaniques. Mais en ce moment, le niveau n'est pas très élevé. Il est tranquille. D'accord, ça marche. Donc on peut rester 5 minutes de plus alors. C'est un volcan particulier parce que si on le mesure depuis le fond de la mer, c'est le deuxième plus haut du monde. Le plus haut est sur une île d'Hawaï et le Teide est le deuxième par rapport à son implantation dans la mer. Il mesure 3718 mètres depuis le niveau de la mer, mais il y a aussi plus de 2000 mètres sous la mer. D'accord. Ok, on y est. Sur le toit de l'Espagne. Ah, c'est chouette. Ouh. Il y a les fumerolles qui viennent nous parfumer de soufre. Oui. C'est exceptionnel. Sans les volcans, l'archipel des Canaries n'existerait pas. Apparu il y a 30 millions d'années, les 7 îles qui le composent ont toutes émergé du centre de la Terre. Des champs de lave, des cratères, un paysage lunaire. Inutile d'être vulcanologue pour deviner les batailles telluriques qui se sont déroulées ici. Sur les îles, on a appris à vivre avec les volcans. Et Pedro Hernandez est sans doute celui qui les connaît le mieux. Il a grandi sur l'île de Tenerife, au pied du Teide, l'un des volcans les plus importants du monde, et c'est lui qui aujourd'hui a la charge de l'étudier et de le surveiller. Les îles Canaries sont des îles volcaniques. Tout le territoire est volcanique. Les îles les plus anciennes sont Lanzarote et Fuerteventura. Et les îles les plus jeunes sont El Hierro et La Palma. El Hierro a à peine 1 million d'années d'existence. Et les îles les plus jeunes continuent de grandir. Et dans le futur, dans des millions d'années, on verra d'autres îles Canaries. Évidemment, nous, on ne les verra pas. Mais c'est certain, dans quelques millions d'années, il y en aura d'autres. Véritable sentinelle de Tenerife, le Teide est le plus haut sommet d'Espagne. Mais c'est surtout un volcan à surveiller de près. Plusieurs dizaines de stations de surveillance sont réparties autour de lui. Nous sommes sur l'un des endroits volcaniques le plus actifs de l'île de Tenerife, sur la dorsale nord-ouest. Nous portons beaucoup d'attention à l'émission des gaz volcaniques. Il ne faut pas oublier que le Teide est un des plus grands volcans de la planète et que le risque volcanique à Tenerife reste très élevé. J'ai vu beaucoup de volcans pour mon travail, sur tous les continents et certains très spectaculaires. Mais le Teide est le plus spectaculaire à mes yeux. De toutes les îles des Canaries, c'est Lanzarote, au nord-est de l'archipel, que l'on surnomme l'île des volcans. L'éruption massive de 1730, qui secoua le sud de l'île pendant 6 ans, fut l'un des phénomènes volcaniques les plus impressionnants de l'histoire. Avec le temps, la beauté originale des paysages est aussi devenue un vrai atout touristique. Le site est protégé par un parc national. On peut le visiter en minibus ou alors sur un itinéraire beaucoup plus court, à dos de dromadaires. La présence de dromadaires ici date de plus de 600 ans. Autrefois, toutes les maisons avaient un dromadaire pour l'agriculture. Et quand les tracteurs agricoles sont arrivés, on a commencé à utiliser les dromadaires pour les promenades avec les touristes. Par exemple, aujourd'hui, il y a 100, 150, 160 dromadaires. Et on peut en faire travailler jusqu'à 700. Cet environnement hostile n'a pas rebuté les hommes qui ont appris à cultiver dans la lave. Chaque île a su développer des cultures adaptées à ce sol, pas comme les autres. Sur l'île de La Palma, à l'ouest des Canaries, on produit du vin depuis plus de 4 siècles. Jeune viticultrice, Vicky vient de reprendre les vignes familiales et arrive à produire d'excellents vins. Nous sommes sur le versant sud de l'île de La Palma. C'est ici qu'il y a eu l'éruption volcanique la plus récente. Ce qui fait qu'ici, le sol est très jeune.
Cette vigne a été plantée dans ce sol très fertile en profondeur. La particularité de ce type de sol, c'est qu'il est chaud en surface, mais pas en profondeur. Imaginez que les racines de cette vigne vont à plusieurs mètres de profondeur. Ce raisin est à peu près à 13 degrés en ce moment. Et pour qu'il soit naturellement plus doux, on va attendre qu'il atteigne 18 degrés. Il faut attendre encore un peu. Les terres volcaniques confèrent aux cépages force et caractère. Des vins uniques qui sont la meilleure expression du paysage et des habitants des îles Canaries. Je vais te monter ma voiture. Ça, c'est ma voiture. Non. Tu es passionné par les voitures de course, les voitures de rallye? Oui, je suis préparateur de voitures de rallye. D'accord. Mécanicien, si tu préfères. Ok. Donc ça, c'est ton... J'ai un garage qui emploie 2 ou 3 personnes. Même ma fille. D'accord. Elle est aussi mécanicienne. D'accord. Donc tu vas m'emmener dans ton bolide alors? Hop. Ah, ça, très bien. Oh, bah dis donc, ça fait longtemps que je suis pas monté dans une voiture comme ça. C'est assez discret. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est tellement en altitude qu'il y a beaucoup moins d'oxygène. Et la voiture ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça qu'on sent cette odeur d'essence. Qu'est-ce que c'est beau aussi, là. On se croirait dans le Colorado, là. Si, le Colorado, si. Quand Christophe Colomb est passé par ici, il a écrit que c'était l'île du feu. On pense qu'au moment où il longeait les côtes des Canaries, le Téide était en éruption. D'accord. Il est possible que ce soit vrai. Tu fais de la course de rallye alors? Oui, ce week-end notamment, je participe à une course. Et tu préfères préparer la voiture ou courir avec la voiture? Oh, je prépare plus que je ne cours. Tu veux faire une petite course? Allons-y. Soyons prudents, je sais pas combien c'est limité ici. Hein. Je te dirai si tu dépasses la vitesse. On est limite à 90-100, jeune homme. Hein. Attention, il n'y ait pas la marée chaussée qui traîne. Hein. Ah, il y en a une autre ici. Si. Voilà. Hola. Ah oui, là, c'est une voiture de plus de compétition, celle-ci. Je te présente ma fille Ilenia. Ah, c'est ta fille. C'est aussi une passionnée. Jérôme, comment ça? Bien. Bien. Ah, tu es comme papa et t'as donné le virus de la mécanique? Oui, ça lui plaît énormément. Depuis qu'elle est toute petite. Elle a toujours été autour des voitures. Elle adore la mécanique. Et alors, tu souhaites en faire ton métier? Oui, j'adore la mécanique, même si je suis étudiante en tourisme. En fait, l'univers de la mécanique est plus théorique que pratique. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est de mettre les mains dans le moteur, surtout pour des voitures de compétition. Et à l'avenir, j'aimerais bien faire des rallyes. Ah, papa est d'accord? Ah non, ça me plaît pas. Non, il me semblait bien. Il me semblait bien. Il n'y a que papa qui a le droit. C'est pas juste. Globalement, aux Canaries, il y a une vraie passion des voitures. Je dirais même plus que pour le football.
Ah ouais? Non. Oui, c'est fou. Ah ouais, d'accord. Sur un rallye, il peut y avoir des milliers de spectateurs répartis sur tous les tronçons de la course. C'est souvent toute la famille qui participe. On ne veut pas que ça se perde, parce que c'est très divertissant. La vie, ce n'est pas que le travail. Oui, c'est sûr. Bon, Jérôme, maintenant que tu as vu ça, je voudrais que tu vois quelque chose de très typique de l'île. C'est pratiquement unique au monde. Ouais, ici, sur Tenerife, ça marche. Bon, eh ben, bon remontage alors, et bonne course. Salut. Roberto. Je te présente Jérôme, un ami. Enchanté. Je lui ai parlé de ton truc spécial. Il va falloir que j'aille dans l'eau. Ce ne sera pas la peine, non. Il va nous sortir une bouteille de vin parce qu'il y a une cave, là-bas dans l'eau. Une cave à vin à 18 mètres de profondeur. Elle se trouve au milieu de la baie. D'accord. Et elle a une capacité de 5000 à 8000 bouteilles. Et là, en ce moment, il y a combien de bouteilles? En ce moment même, on a 5000 bouteilles de vin. 14 vins différents, de qualité. Et là, je vais sortir 3 ou 4 bouteilles pour un client qui me demande ses bouteilles. Et en sortir une aussi pour mon ami pour que vous puissiez en profiter. Ah, tu voulais que je goûte, c'est super, c'est gentil, c'est adorable. Bon, ben, j'ai envie de dire allô, hein. Allô, même si on parle de vin. Hein. Et la pêche a été bonne? Excellente. Un vin de Crianza fin et équilibré, qui a 3 mois de conservation sous-marine, ce qui équivaut à 2 ans en cave. Ah oui, donc ça accélère le processus. Il est temps de goûter ce vin que notre ami Roberto nous invite à boire. Tu vas goûter un vin sous-marin. D'accord. Je suis vraiment curieux de goûter ça. On se met là, au coucher du soleil? Tu l'ouvres? Allez, je l'ouvre si tu veux. Est-ce que ça va faire le même bruit qu'une bouteille qui a été vieillie sur Terre? C'est pareil. Attention. Waouh. Salut. Salut. Gracias. Salut. Ah, il y a quelque chose, un petit côté iodé, hein. C'est marrant. Hein. Il est bon. Le bouchon ne laisse pas passer l'eau. Seulement l'oxygène de l'eau. Et c'est ça qui apporte la saveur iodée, l'arôme de la mer au vin. Ah, c'est très surprenant. Au pied du Teide, sur la côte nord de l'île de Tenerife, le petit village de Santa Úrsula est l'un des fiefs d'un sport traditionnel très ancien, hérité de la culture guanché, les premiers habitants des Canaries. La lutte canarienne. Aujourd'hui, c'est l'une des rencontres les plus attendues. Santa Úrsula affronte ce soir le village voisin de la Victoria, dans un derby très disputé. Une rivalité sportive, mais une rivalité saine. Les deux entraîneurs se connaissent très bien. On aime bien se parler avant la rencontre, parce que Félix est de Santa Úrsula aussi. Je suis d'ici, mais j'entraîne l'équipe adverse. Ouais, c'est vrai, mais on s'entend bien et ce qu'on recherche, c'est que ce soit un bon spectacle, une bonne rencontre. Oui, mais moi, je veux gagner. Moi aussi, je veux gagner. Allez, bonne chance à nous deux. Et que le meilleur gagne.
La lutte canarienne est très importante pour le peuple canarien, car c'est une tradition qui se pratique depuis très longtemps. C'est un derby très important, la Victoria contre Santa Úrsula, car ce sont deux équipes qui sont dans la même catégorie. Et c'est aussi la rivalité de deux villages limitrophes. Là, c'est moi. Ici. Ce que je pense de l'équipe d'aujourd'hui, elle est très bien. Ils doivent faire attention, pas trop faire la fête, aller aux entraînements. Et l'amour, une fois par semaine. La lutte canarienne est un sport qui est très enraciné à Tenerife et presque toutes les communes de l'île possèdent au moins un terrain de lutte appelé terreros. Une sorte d'arène de sable qui se doit d'être minutieusement préparée pour accueillir les lutteurs. La saison dernière, nous étions en 2e division pour des problèmes économiques. Et cette année, on est revenu en première avec une équipe très compétitive. Et ce derby, on veut le gagner, on doit le gagner. Depuis la fondation du club dans les années 60, on n'a jamais arrêté la compétition. On a combattu chaque année. Ici, la passion pour la lutte est transmise dès le plus jeune âge. Les compétitions commencent toujours par les enfants qui s'affrontent comme les grands. Un apprentissage de la solidarité avant tout, car chaque combat gagné ramène des points à l'équipe tout entière. C'est le lutteur qui touche le sol avec n'importe quelle partie du corps, sauf les pieds, qui est éliminé. Et ça fait un point pour l'autre. Là, on peut voir 2 lutteurs au corps à corps. Un lutte par le haut et l'autre par le bas. À quelques minutes de la rencontre principale, la pression monte dans les vestiaires. Et ce soir, l'entraîneur n'est pas le seul à la ressentir. Eusebio est un jeune espoir de la lutte canarienne. Il va combattre aujourd'hui pour la toute première fois. C'est vrai que je suis un peu nerveux. Mon nom de famille dans le monde de la lutte est synonyme de grand lutteur. Je suis content d'être arrivé là et de défendre ce nom. Et j'espère que comme lutteur, on se souviendra de moi. C'est vrai que j'aime ce sport et que je suis content d'être lutteur. Ce soir, Eusebio a gagné tous ses combats, mais aussi la confiance du club et de l'entraîneur. Santa Úrsula remporte le derby. Et de nouvelles photos viendront bientôt orner les murs du bar des supporters et les maisons des lutteurs. Tu peux aller à l'avant ou rester à l'arrière. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous serons prêts dans quelques minutes. Bonjour, comment ça va? C'est Jérôme. Antonio, c'est avec toi que je parle au téléphone? C'est... Enchanté. Bienvenue à bord. Bon, on va voir les baleines aujourd'hui? Oui. Bien les amis, voici la situation. Nous sommes dans une zone très spéciale. Nous pouvons observer 22 espèces différentes de cétacés. Les cétacés regroupent les baleines et les dauphins. C'est en fait l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines et les dauphins. Prêt? Oui, prêt. Capitaine, on est prêt. Nous avons une tradition ici. Le dernier à repérer un groupe d'animaux doit rentrer à la nage. Donc, garde les yeux grands ouverts.
Ok Arthur, tu peux regarder à droite et David à gauche. Je les vois. Fantastique, c'est très bien. Ils sont trop loin, mais c'est très bien. Ah oui, je les vois. Oui, à côté du bateau de pêche. Très bien, les gars. J'en vois là-bas. Regarde en face, il y a une nageoire dorsale qui apparaît parfois. La forme noire. Les gars, mettez les casques. Je les entends. C'est amusant ce procédé d'écouter le son des animaux sous-marins comme ça. Ça donne une autre dimension à l'expérience. C'est vraiment chouette. Oui, en fait, grâce au son, on peut accéder au monde très intime des baleines. Et on peut ainsi expliquer ce qui est en train de se passer. Et justement, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, certains membres du groupe sont en train de chasser en profondeur. Et pendant qu'ils chassent, waouh, le groupe principal pourrait avoir bougé. Et donc, ceux qui sont au fond doivent appeler le reste du groupe. Où êtes-vous? Et les autres doivent répondre. Et nous avons une théorie, dans des situations stressantes, comme maintenant où un gros bateau approche le groupe et le divise, nous cherchons à prouver que ces situations stressantes font augmenter le taux de sifflement, qui sont des appels au groupe. Et c'est quelle espèce d'ailleurs? Ce sont des baleines pilotes à courte nageoire. Regardez les gars, il y a des oiseaux marins et des baleines dans la même zone. C'est génial. On appelle ces oiseaux des puffins de Scopoli. Mais en espagnol, c'est plus facile, on les appelle pardela. Les pardellas arrivent sur l'île entre fin février et début mars. C'est une espèce migratrice. Ils restent ici pendant leur période de reproduction. Oh, regardez-les. Ils font 4 ou 5 pas sur l'autre et ils s'envolent. Regardez les gars, les baleines approchent. Là, nous avons un exemple d'interaction positive. Tu vois, David, si tu respectes les animaux te respecteront aussi. Nous sommes gentils avec eux, donc ils viennent très près. Il y a une baleine pilote qui approche. Prends la caméra. Les gens qui viennent en vacances dans la région ne savent pas nécessairement qu'il y a ce genre d'animaux ici, tout près des côtes. Et même les gens du coin, la plupart ignorent qu'ils ont ce trésor. C'est comme un bijou caché sous ton lit. C'est inutile, n'est-ce pas? Donc tu dois en profiter, mais aussi en prendre soin pour le conserver le plus longtemps possible. L'archipel des Canaries est composé de 7 îles, toutes très différentes. Et la seule chose qui les rassemble, c'est ce qui les entoure, l'océan Atlantique. Les îles ont surgi de la mer et les premiers hommes qui sont venus s'y installer sont arrivés en bateau. Depuis, quelques traditions liées à la mer ont survécu, comme les compétitions de voiles latines, ces petites embarcations en bois propulsées par des voiles de grande dimension et très difficiles à manœuvrer. La voile latine est une tradition très ancienne. Elle est très importante car c'est d'ici que nos pères faisaient du commerce avec l'Afrique, grâce au transport à la voile. Quand ils rentraient au port, ils faisaient comme une course, pour arriver le premier pour décharger le poisson et repartir aussitôt vers l'Afrique. Ces régates sont organisées en souvenir de tous ces marins qui allaient d'ici en Afrique. Et c'est donc très important qu'on ne perde pas cette tradition et ces racines qui sont les nôtres. Ça s'était un peu perdu.
Mais maintenant, ça revient bien. Surtout chez les jeunes. Les anciens, non. Ce sont les jeunes qui font revenir la tradition. C'était dur. Très dur. Ce matin, il n'y avait pas de vent. Puis il a fini par se lever, a soufflé, et puis ça a été. Ça fait 3 ans qu'on a commencé avec l'équipe des filles, et grâce à nos sponsors, on va pouvoir continuer et aller de l'avant. Si l'esprit de compétition a fait revivre la voile traditionnelle, d'autres ont choisi une relation plus intime avec la mer. C'est le cas de Francisco Ravier, biologiste marin et passionné de plongée en apnée. Pour moi, depuis que je suis enfant, j'ai une connexion très forte non seulement avec la mer, mais avec la nature. El Hierro et les îles Canaries, en général, offrent plus sous l'eau que sur terre en termes de biodiversité. Pour moi, c'est un mode de vie. Ça a été et c'est toujours un mode de vie. C'est un sport qui te transporte dans une autre dimension, une autre planète, un autre monde. Quand tu fais de la plongée libre, ce n'est pas seulement un sport. Il y a une part très importante dans la relation entre le fait d'être dans l'eau et ton esprit, ton mental. Il y a une part importante de yoga, une autre de relaxation et aussi la partie physique de l'entraînement. On a toujours eu une idée claire dans nos documentaires, pour que les gens ouvrent un peu les yeux et sortent du système créé par les hommes et regardent tout ce qu'il y a autour. Qu'ils regardent vraiment d'où l'on vient réellement. Francisco réalise des films pour sensibiliser l'opinion publique sur la protection de la mer. Et ses productions sont toutes très poétiques, originales et sans effets spéciaux. Pour trouver les plus belles plages, c'est sur l'île de Fuerteventura qu'il faut se rendre. Mais l'île est aussi connue pour ses vagues. C'est même devenu un rendez-vous pour les surfeurs du monde entier. Fuerteventura est l'île principale pour le surf. Et c'est vrai que cette plage est très sauvage. C'est l'une des plus jolies. C'est mieux d'être dans les vagues qu'au bureau. On est tellement habitué à vivre près de la mer que quand tu vas ailleurs ou sur la péninsule, ça te pèse. Il te manque quelque chose. Il y a 7 jours dans la semaine. Au moins 5 jours, il faut qu'on mette les pieds dans l'eau. Beaucoup de personnes profitent de la mer aux Canaries. C'est normal, c'est une île. Beaucoup de Canariens, quand ils s'en vont, ne pensent qu'à revenir. Moi, je ne peux pas vivre sans la mer. Les Canariens ont un attachement viscéral à la mer. Omniprésente dans leur vie, elle façonne aussi leur nature profonde. Ici, on vit avec les éléments et au rythme qu'ils imposent.
Voyons ce que tu as de bon. Tiens, donne-moi 2 ou 3 fruits de la passion comme ça, une grosse mangue ou 2 ou 3 petites. Comme ça, j'ai la famille au complet. Elles sont belles, hein. Hola, Chabela. Oh, Jérôme. Comment estás? Ça va bien? Je suis super contente de te voir. C'est moi qui suis très honoré de rencontrer sans doute la chanteuse cubaine la plus célèbre des Canaries. Il est super beau ce petit marché, c'est le marché de Santa Cruz de la Palma. Parce que c'est super mignon ici. C'est beau, hein? Ouais, c'est chouette. Très très chouette. Il y a du choix. C'est une île riche. Oui, je vois, ouais. Il y a beaucoup de produits. Tout ça, c'est cultivé ici sur l'île? Ouais. La canne à sucre là-bas. Ça, c'est du fromage frais. Il y a beaucoup de variétés. Ça s'appelle almendraos. Produit typique. Le miel de Palma. C'est un petit marché parce que ici, la ville de Santa Cruz de Palma est très petite. Il y a combien d'habitants ici? C'est une toute petite île. Je crois qu'il y a à peu près 80 000 habitants sur l'île et environ 17 000 ici à Santa Cruz. Tu le vois, c'est tout mignon. Comme tout le reste, l'île est comme de la dinette. Tout est en miniature et tout est délicat, très subtil. Adios. Petite île, mais de forte identité pour chaque île. Ouais. Bien sûr qu'elles ont toutes leurs particularités. Il y en a sur chaque île, jusqu'aux accents qui sont différents. D'accord. Ouais. Tiens, donne-moi ton sac, je vais le mettre dans le mien. On est à la place d'Espagne, qui le jour de la fête des Indianos est rebaptisée la place de la Havane. Tout le monde est vêtu de blanc, ils se mettent du talc sur tout le corps et toute la foule danse dans cette rue. Ça représente le retour des Canariens qui avaient migré à Cuba. C'est ça, parce que finalement, il y a des Canariens qui sont allés vivre à Cuba et on va dire dans les Caraïbes, et qui sont ensuite revenus. C'est eux qui ont apporté cette espèce de mode de vie cubain ici sur l'île. Oui, ils ont rapporté des choses dans leurs valises. Dans toute immigration, il y a du partage. Ils sont revenus avec des chansons qu'aujourd'hui on chante ici et qui sont inconnues à Cuba. Et ce sont les jeunes qui les chantent. Ils tiennent ça de leurs grands-parents. C'est la musique la plus traditionnelle, l'origine de la musique cubaine. Et on a ça ici. Ils l'ont ramené dans leur valise et c'est resté avec la saveur originelle. Et pas que la musique, hein. Non, pas que ça. Regarde, Jérôme. Ça, c'est typique de Santa Cruz. Je pense que personne ne passe par cette ville sans tomber amoureux profondément de ses balcons. Très très joli, fleuri comme ça en plus. Quelle couleur! Que dirais-tu si je t'emmenais dans un endroit qui sent énormément Cuba? Ah, c'est quoi? Une fabrique de tabac. D'accord. Bah bon. Ça te plaît? Si. Nous y voilà. Ici, on fabrique les cigares artisanaux Don Julio. D'accord. Et voilà Julio. Bonjour, comment ça va? Encantado, Jérôme. Buenas tardes. Alors, ça sent quoi? Ça sent Cuba. Absolument. Ouais. Tu viens ici de temps en temps pour te rappeler le pays? Pour que l'arôme me transporte. Ouais. C'est vrai que ça sent bon, hein. Voilà. C'est une boutique dans laquelle j'ai voulu mélanger la fabrication et la vente, pour que quand tu achètes un produit, tu puisses aussi voir comment il est confectionné et tout le processus. D'accord. Je regarde, hein, je suis curieux. Alors ça, pour le coup, c'est la tradition cubaine par excellence. Comment sont arrivés les cigares ici sur l'île de la même manière que la musique?
Oui, les personnes qui avaient migré à Cuba à la fin du 19e siècle, quand elles sont revenues, elles ont rapporté leur connaissance de tout ce qu'elles cultivaient et leur savoir-faire. Et très vite, on a commencé à cultiver le tabac sur l'île de La Palma. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il faut dire que La Palma a un climat qui est idéal pour cette culture. D'accord. Donc là, tous les cigares que vous fabriquez sont faits avec des feuilles de tabac qui viennent de l'île? Oui, principalement. Ceux que nous fabriquons proviennent de notre propre plantation. Okay. Il y en a combien d'ailleurs de fabriques comme ça, de cigares ici? J'ai calculé qu'il y en a approximativement 10 ou 12. C'est ce qui reste aujourd'hui. Oh, c'est beaucoup pour une petite île comme ça. Ah, c'est incroyable. Avant, il y en avait beaucoup plus. Mais bon, avec la crise, et surtout le fait qu'il n'y ait pas de relève, parce que les enfants choisissent d'autres métiers. Ça se perd un peu pour ça. Un sacré coup de main quand même. Hein. Moi, je dis que c'est de l'art. Allez, on va y aller. Ah, déjà? On a encore de la route à faire. Oh, super. Merci beaucoup. Bonne continuation. Muchas gracias. Adiós. Vamos. Ciao. Hasta la otra, que vaya bonito. On va changer de paysage maintenant. Ici, à La Palma, en quelques minutes, on se retrouve dans la forêt. C'est étonnant, on se croirait à l'ère préhistorique, comme dit mon mari. Prends ce petit chemin et garde-toi là. C'est curieux ici. Hein. C'est très sauvage l'île, d'une manière générale. Est-ce que c'est une zone naturelle protégée ici? Pour te faire une idée de l'importance du patrimoine naturel de l'île, elle a été déclarée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Okay. Donc c'est un petit paradis protégé. Tu as l'impression de voyager dans le temps? Jérôme, ça te dit qu'on s'arrête ici? Si tu veux, avec plaisir. C'est bien, au moins cette petite marche, elle te fait travailler ton souffle pour le chant. Hein? Pour se détendre et respirer. Et recevoir. Non? Le fait de vivre ici depuis plus de 20 ans a changé ton rapport à la nature? C'est sûr qu'à Cuba, je n'avais pas ce rapport car j'étais très jeune et j'étais une citadine. Alors bien sûr, quand je suis arrivée ici et que j'ai rencontré les gens, je me suis rendu compte à quel point ils aimaient leur nature et leur île. Ils m'ont transmis ça et je suis tombée amoureuse aussi. Comment ne pas l'être? Aujourd'hui, je suis comme eux, enfin presque. Je suis devenue une vraie palmera. Situé au sommet de l'île de La Palma, à plus de 2000 mètres d'altitude, l'observatoire El Roque de los Muchachos fait partie des meilleurs lieux de la planète pour observer les étoiles. Ici a été mis en service, en 2007, le Grand Écan, qui est l'un des télescopes les plus puissants du monde. C'est le télescope avec le miroir le plus grand du monde. Et le miroir le plus grand du monde signifie que l'on peut voir des objets dans l'univers si petits que personne ne les a jamais vus. Ça veut dire aller si loin, quasiment au bout de l'univers, comme si on remontait le temps vers le commencement de l'univers. Un télescope comme celui-là est capable de voir une bougie allumée à une distance 10 fois plus loin que d'ici à la Lune. Ce télescope travaille sur beaucoup de projets différents. Par exemple, en ce moment, nous avons des résultats très intéressants sur l'étude des trous noirs. L'astronome est le dernier maillon d'une chaîne de travail et de préparation qui est évidemment très importante. Pendant la journée, on prépare le télescope pour la nuit, et la nuit, on fait les observations scientifiques. Tim, tu peux pointer le télescope pour faire un test? Ok. En ce moment, la mode, c'est d'observer les planètes extrasolaires, les exoplanètes. Les astronomes s'intéressent à ce qui se passe au-dessus de l'atmosphère.
Et ce site, où se trouve le Grand Tecan, sur l'île de La Palma, est certainement un site privilégié. Le ciel est une merveille, et pour tous ceux qui aiment l'astronomie, c'est un vrai luxe. Avec celui du Chili et d'Hawaï, le ciel de La Palma est l'un des plus purs du monde. Tellement pur qu'il est même protégé par l'une des premières lois concernant l'astronomie et qui réglemente la pollution lumineuse. Un ciel qui n'appartient pas qu'aux scientifiques, mais à tout le monde. Antonio González a su transformer sa passion en travail. Il a créé l'une des premières agences d'astrotourisme de l'île et chaque nuit, ou presque, il fait découvrir aux visiteurs les constellations et les astres lointains. Les alizés, qui sont prédominants ici quasi toute l'année, font que le ciel est vraiment très transparent, mais aussi plus obscur. Nous sommes aussi sur un territoire au sud de l'Europe, et nous avons des étoiles, des constellations et des objets de ciel profond qu'on ne peut pas voir de France ou du reste de l'Europe. Aujourd'hui, on a un ciel incroyable. J'espère que cette nuit, les participants vont vraiment pouvoir profiter du ciel magnifique de l'île de La Palma. Laissez-moi 2 minutes pour préparer le télescope et après on commence. Le télescope a besoin de localiser sa position par rapport à la Terre avec son GPS. Il a besoin de savoir où il se situe. Et pour cela, nous prenons une étoile de référence qui ce soir sera Vega. D'habitude, on suit un programme. D'abord les constellations, puis les étoiles. Mais aujourd'hui, on va un peu changer, car ce soir, on peut voir le spectacle de Vénus. S'il y a des turbulences, c'est dû à notre atmosphère. Certains pensent que c'est autour de la planète que ça bouge, mais en fait, c'est notre atmosphère, d'accord ? Cette quantité d'étoiles dans le ciel si limpide que l'on peut voir dans cette île de La Palma, c'est comme on pouvait le voir il y a 2000 ans. Sans pollution lumineuse, un ciel spectaculaire. La vérité, c'est que tu restes sans voix devant tant d'étoiles. C'est magnifique. C'est vraiment joli, hein. On sent que c'est des coulées de lave qui sont venues se perdre dans l'océan. On est au milieu de nulle part. Hein. Là, on arrive dans une zone qui ressemble à Mars. Il n'y a pas du tout de végétation, tout est complètement volcanique. Bienvenue sur ma planète. C'est tout à fait ça. C'est juste incroyable. Les salines, regarde le paysage. C'est très différent ici. On croirait à un décor qui a été peint comme ça avec la lumière, hein, tellement c'est parfait. C'est très différent selon les périodes de l'année. Ouais. Ça n'est jamais vraiment pareil. Ça, c'est un très beau cadeau. Muchas gracias. C'est pour toi, mon amour. Ah, c'est super. C'est toujours bien d'en profiter. Regarde, c'est Andrés. Bonjour. Comment ça va, mon cœur? Très bien.
Je te présente Jérôme. Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Vous avez un lieu de travail fabuleux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur endroit pour travailler dans les salines. On respire l'air pur, il y a la beauté de la mer. Oui, puis un contraste de couleurs incroyable entre ce blanc immaculé et ce noir de la lave volcanique. Ça me surprend toujours quand tu passes par ici, tu as l'impression d'être sur Mars. Et tu arrives là. Où peux-tu trouver un endroit comme celui-là? C'est clair, c'est sûr. Jamais vu ça non plus. Jamais. C'est magique. Las penas que a mí me matan son tantas que se atropellan. Merci. J'essaie d'applaudir, mais je vais pas nous mettre dans le fossé. En voiture, je suis toujours un peu nostalgique. Ouais, comme les Portugais disent, c'est un peu la saudade. Hein, c'est un peu ça. Oui, toujours. Bien, Jérôme, on va faire une petite pause. Une halte en chemin. Je t'emmène chez moi. Je vais te présenter ma maman Carmelina. Je vais prendre un petit moment aussi pour me changer. Et ensuite, on pourra profiter d'un concert que nous t'avons préparé. C'est par là. D'accord. Bonjour, bonjour. Hola. Bonjour, ma mère. Yo soy Jérôme. Bonjour. Mucho gusto. Enchanté. Ici, c'est 2 bises. Si, 2. Me va bien. En français, es 4. Tu es gâté. C'est une figure très importante de la musique traditionnelle cubaine, celle qu'on joue dans les champs. C'est ce type de chanteuse qui parcourait toute l'île de Cuba pour chanter devant les paysans. Elle avait des émissions de radio et de télévision quotidiennes. Elle était très célèbre à Cuba. Et ici aussi, elle continue à 78 ans. Son nom est Carmelina Barberis. Bien, une star. Oui, mais qui a vieilli. Je fais ça depuis de nombreuses années. Bien. Je vous laisse faire connaissance un peu plus. Allez, hop là. J'ai été heureuse en chantant. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et à 15 ans, je suis devenue professionnelle. À 10 ans, je chantais dans la rue et faisais la manche avec mon père. J'ai beaucoup voyagé. En Union soviétique, en Hongrie, en Australie. Le petit café. Je t'ai mis du sucre. Si, gracias. Je vais te montrer 2 disques. Ça, c'est une compilation, justement en français, avec 18 versions de Guantanamera. Et il y a celle de maman. Et ça, c'est un disque cubain qui date de 1991, ici aux Canaries. D'accord. Vous êtes toujours aussi chic, aussi apprêté, hein? Oui, belle. Les bijoux, les chaussures qui brillent, hein? Coqueta. Ouais, c'est chouette. Donc vous allez chanter Guantanamera alors ce soir? Bien sûr que je vais la chanter. Il faut dire que l'auteur de la Guantanamera, Joséito Fernández, a dit quand il a écouté sa voix qu'il l'avait écrite pour qu'elle la chante. Waouh! Ça, c'est du compliment, hein? Et cette chanson, elle a fait le tour du monde, tout le monde la chante. Bon, je vais aller me changer, ok? Ça marche. Fais-toi belle. Bonjour. Je suis son nouveau mari. C'est le 9e. Oui, oui, oui. Ah oui. C'est une affaire qui marche, hein, nous deux. Hein. On va voir si tu as l'impression d'être à Cuba. Ah oui, il y a une petite ambiance, hein. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre.
maintenant j'y vais moi. Oh. T'en as envie, hein? Oui? Je sais pas si j'ai vraiment envie. Bien sûr que j'ai envie. Attention parce que j'ai un autre chéri par là. Devant toi. Allez, tous ensemble. Rosa blanca en junio como en enero. Muy bien. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Sí. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Muy corro corazón. Cardos ni ortigas. Rosa blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. ¡Todo el mundo! Guajira Il est toujours possible de connaître un territoire à travers ses richesses naturelles. Entre terre et mer, celles des Canaries ont une saveur particulière. Installé au beau milieu des salines de Fuencaliente, le jeune chef Juan Carlos Rodríguez aime utiliser les produits bruts des îles où il a grandi. Aux Canaries, nous avons beaucoup de richesses. Les Guanches, les aborigènes des Canaries, ont commencé à faire de l'agriculture car ils se sont aperçus que la terre ici était très facile, très fertile pour cultiver les légumes et les pommes de terre. Comme cuisinier, je trouve intéressant de mettre en valeur ces produits canariens, comme le gofio. J'aime lui donner la valeur qu'il mérite. Dans son restaurant, au design très contemporain, Juan Carlos prend plaisir à transformer et à sublimer les produits de base de l'agriculture canarienne. Avec un vrai coup de cœur pour le gofio, cette précieuse farine qui a alimenté des générations entières d'insulaires. Le gofio est une farine de céréales toastée et moulue. Autrefois, les Guanches ont fait le premier gofio à base de racines de fougères. Et moi là, j'élabore une autre recette de mousse de gofio à la banane. De tous les produits cultivés aux Canaries, l'un des plus emblématiques reste la banane. C'est la culture principale des îles. Une véritable économie qui a permis à l'archipel de se développer tout au long de son histoire. La banane est apparue aux Canaries il y a 500 ans. Les Portugais l'ont amenée aux Canaries à l'époque de Christophe Colomb. Ici, pendant très longtemps, les bananes sont restées la base de l'économie. Même si on les coupe vertes, ça reste le trésor jaune des Canaries, en tout cas l'un des trésors. Un régime comme celui-là peut peser entre 40 et 50 kilos. Tu es prêt ? Et les feuilles, on les récupère pour les donner à manger aux animaux.
Si la banane restera sans doute l'un des produits les plus connus de l'archipel, un nouveau concurrent pourrait pourtant bientôt venir la détrôner. Au nord de Lanzarote se trouve l'une des plus grosses plantations biologiques d'aloe vera, le nouvel or vert des Canaries. Allez, on va voir où on coupe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas encore bien. Faut attendre encore un peu. On va aller plus loin. Même s'il n'est pas originaire d'ici, il s'est adapté parfaitement au climat et au sol de ces îles. C'est vraiment une plante magique. L'aloe est l'une des rares plantes dans le monde qui contient les 4 saveurs: sucré, aigre, amer et salé. Toutes les plantes qui ont cette caractéristique sont des plantes médicinales qui ont un potentiel très fort. L'aloe vera est une plante miraculeuse aux nombreuses vertus curatives. C'est même une véritable petite pharmacie à elle seule. Elle soigne quasiment tous les maux. Cette plante a de telles propriétés qu'elle fait même partie des plus grandes découvertes du monde de la beauté et de la cosmétique. Les vertus de l'aloe vera se trouvent dans le gel qui compose ses feuilles et qui est directement utilisable. Là, on a notre filet. On peut directement l'appliquer sur la peau, en cas d'allergie ou d'autres affections. Ou alors, on peut directement le manger et faire un petit cadeau à notre corps. Si toutes les îles ont des histoires de trésors, ceux des Canaries sont à la portée de tous. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et la bouche. Attendez un instant. Comment ça va, Jérôme? Tu es là? Bien, super content d'être là. Il vient de France. Vous savez qui c'est? Vous ne savez pas? Je vous l'ai dit l'autre jour. Il est venu de France parce qu'il veut voir si c'est vrai que les enfants apprennent le sifflement traditionnel de l'île de La Gomera. Est-ce verdad? Si. On va voir ça alors. On va commencer le cours maintenant. Tu viens avec nous? Super. Ils sont tout jeunes là, et tu leur donnes les premières notions de silvo à quel âge ici? 6 ans, ils sont en CP. Allez, par ici. Alors il y a quelque chose qu'on doit faire. Vérifier que tous les enfants sont là. Attention. Comment tu t'appelles, toi? José Francisco. Regardez, il reconnaît son prénom. Nous allons le chanter ensemble. Écoutez bien. Cantamos. José Francisco. Qui connaît l'origine alors du silbo? Ça vient d'où? Si? De La Gomera. De La Gomera, donc de l'île de La Gomera. D'accord. Et pourquoi les gens sifflent là-bas? Ils parlent en sifflant parce qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Et pourquoi sont-ils si loin? À cause de la distance entre les vallées. Le silbo substitue chaque son parlé par un son sifflé. Mais on ne peut pas faire tous les sons en sifflant. Il y a des consonnes, il y a des lettres qui ne sont pas possibles. Jérôme, je vais siffler ton prénom. D'accord. Je ne peux pas faire le M, parce que M n'ira pas loin. Et donc le langage du silbo copie ce qu'il peut et l'envoie au loin. Et le cerveau de celui qui écoute reçoit les morceaux et rajoute ce qu'il manque.
Le silbo a été déclaré patrimoine de l'humanité parce qu'il offre à l'humanité l'opportunité d'envoyer un message à distance dans n'importe quelle langue. Ah, on va être bien au soleil là. Si. La traversée de Tenerife à La Gomera, c'est une traversée que tu fais fréquemment? Oui, à chaque fois que je vais à La Gomera, c'est toujours un moment important dans ma vie. Pour ma musique, avec les characas et les tambours, dans mes activités avec le silbo, et aussi à travers le saut du berger. La Gomera surgit et m'attrape chaque fois un peu plus. Bienvenue à La Gomera. À peine arrivés, nous allons voir quelque chose de très important pour l'île. C'est la Tour du Condé. C'est la construction européenne la plus ancienne de tout l'archipel. D'accord, la tour blanche là. La Gomera est la dernière terre qu'a vue Christophe Colomb avant d'arriver en Amérique. C'est ici, à La Gomera, qu'il a pris de l'eau, des animaux, des poules, des œufs. Avant d'aller pour la première fois. Et de là, l'Amérique. Sur la route des Amériques. Oui, oui. En cherchant l'Inde, mais en trouvant l'Amérique. Regarde, nous traversons un site très spectaculaire. Ah oui, on voit les deux vallées de chaque côté. Mais qu'est-ce qui n'est pas spectaculaire à La Gomera? Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est fabuleux. Hein. Nous allons vivre une fête spéciale ici à Chipudé, dans la région de Guara. C'est une cérémonie religieuse, mais musicale, très enrichissante. Comment vas-tu? Bienvenue. Enchanté. Comment vas-tu? C'est la fête la plus importante du village dans l'année? Oui, et cette fête a conservé l'esprit d'antan. Toute la musique est populaire, elle est jouée par les gens, chacun apporte à manger et à la fin, on fait un grand pique-nique. Il ne reste que 2 ou 3 fêtes comme celle-là, les autres sont plus modernes. D'accord. L'image qui est vénérée est celle de la patronne de l'île de La Gomera, la Vierge de Guadalupe. Et donc, nous allons marcher jusqu'à la chapelle un peu plus loin. Les jeunes s'intègrent aux traditions des plus anciens. Ainsi continue la vie. C'est très bien, c'est très beau.
la procession là. Oui, je crois qu'on est arrivé. Ça se termine à la petite chapelle. Oui, et là, il y aura une messe. D'accord. Mais le plus important pour les gomeros se produit pendant la procession et non pendant la messe. C'est une procession tonique, vivante, souriante, dansante. C'est la vérité, la vérité, la vérité. C'est un beau moment. Tout ce que tu as vu est vrai. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Hola. Mucho gusto. Je vous présente Jérôme. Un pique-nique géant là, tout le monde s'installe dans la montagne. Jérôme, j'ai un cadeau pour toi. C'est un petit cadeau pour que tu le rapportes en France. Ah, gracias. Du vin de Chipoude, de mon village. Du vin blanc. C'est un vin qui est un peu sucré. Nous avons un terme pour définir notre vin d'altitude. Bagarreur. Fais attention. Il va boxer. Je vais pas en prendre tout de suite alors. On partage? Si, si. C'est bien à l'image de ce qui se passe depuis le début de mon voyage, le partage. Peut-être que ceux qui vivent dans un endroit difficile savent qu'ils ne peuvent survivre qu'en partageant avec les autres. C'est peut-être la raison, je sais pas. C'est très bon ce petit poisson. On est bien quand même là, dans ces montagnes magnifiques là, face à la mer, face à l'océan. C'est quoi l'île en face de nous d'ailleurs? C'est l'île d'El Hierro. Ah c'est ça, l'île d'El Hierro. L'île très écologique. Avec ses côtes inaccessibles, bordées de falaises, El Hierro est l'île la plus occidentale des Canaries. Elle a même été un temps considérée comme le bout du monde, jusqu'à ce que Christophe Colomb démontre le contraire en découvrant l'Amérique. Épargnée par le tourisme de masse, c'est aussi la plus petite et la plus sauvage des îles de l'archipel. Ici, c'est le vent qui règne en maître. Ici, sur El Hierro, c'est comme partout aux Canaries. On a toujours beaucoup de vent qui vient du nord. Ce sont les alizés des Canaries. Et en fait, grâce à l'orientation de cette île, c'est l'un des meilleurs sites d'Espagne. Il est même considéré de plus en plus comme l'un des meilleurs sites au monde pour voler. Et c'est grâce au vent que récemment, la petite île d'El Hierro a su attirer l'attention en devenant pour quelques heures la première île du monde capable d'être autosuffisante en énergie. Sa centrale hydro-éolienne, avec une conception unique au monde, a produit pendant plus de 24 heures toute l'électricité nécessaire aux 7000 habitants de l'île. Le pourcentage d'énergie renouvelable que l'on consomme sur cette île atteint quelquefois les 100% plusieurs jours par an. Et parfois plusieurs jours de suite. Dans cette île, depuis longtemps, ça se passait très mal, car on manquait d'eau. Avec cette centrale, on a l'énergie suffisante pour pouvoir dessaler l'eau de mer, la monter sur les hauteurs et la redistribuer sur toute l'île. La première mondiale réalisée à El Hierro est l'aboutissement d'un projet initié au début des années 80 par Tomás Padrón, ingénieur électricien, mais aussi ancien représentant politique du Conseil de l'île. Parler d'énergie alternative en 1981, c'était utopique. Quand nous avons présenté l'idée et le projet, ça a été rejeté par toutes les institutions canariennes et aussi les institutions espagnoles. Aujourd'hui, c'est devenu une référence au niveau européen et mondial. Il aura fallu 30 ans et des millions d'euros finalement investis par les institutions pour rendre El Hierro autonome en énergie.
Mais l'île se veut aussi laboratoire dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture, où Javier Morales dirige une ferme expérimentale dans l'idée de démontrer qu'une agriculture biologique peut devenir rentable pour l'île. Salut Marisol. Comment vas-tu? Bien? Heureusement qu'il pleut un peu, ça faisait des mois. Notre objectif, depuis que l'on a commencé cette expérience, c'était d'essayer de voir les possibilités qui s'ouvraient pour comparer les résultats des recettes et des coûts de ce système avec ceux des agriculteurs. Effectivement, El Hierro est un petit laboratoire qui pourrait être utile pour que d'autres endroits utilisent une partie de notre expérience et fassent avancer l'idée de l'agriculture écologique. Actuellement, on a ici des régimes de bananes qui sont tout à fait convenables. Et ça nous montre que l'on peut produire de grosses quantités de manière écologique, à moindre coût et dans un contexte sain. Pour l'instant, ce sont 30% des surfaces cultivées qui ont été converties en bio. Et l'idée d'un circuit court entre producteurs et consommateurs se met en place doucement, même si Javier sait qu'il faudra encore beaucoup de temps. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que toutes ces ressources, comme l'énergie, les combustibles, l'alimentation, peuvent se produire localement sans dépenser d'argent vers l'extérieur, mais en investissant dans l'île. Et ça, c'est vraiment une aide et un appui pour que tous nos projets se concrétisent. Sur l'île d'El Hierro, un secteur entier de l'économie s'est déjà tourné vers le développement durable. Il s'agit du tourisme. Ici, pas de complexe hôtelier, mais de nombreux gîtes ruraux. Des logements chez l'habitant ou dans de petites fermes, comme celle de Sabine, une Allemande tombée amoureuse d'El Hierro et qui a choisi d'y vivre. Le tourisme ici, à El Hierro, est vraiment différent de celui des autres îles des Canaries. Les touristes qui viennent à El Hierro ne cherchent pas le tout compris. Ils sont plus nature, ils veulent être indépendants, ils veulent et ils cherchent la tranquillité, comme moi d'ailleurs. Ils cherchent aussi à se relaxer, à s'aérer. Et la majorité sont enchantés de l'île et beaucoup d'entre eux reviennent. Sabine a aussi choisi de pratiquer le woofing, ce tourisme social ouvert à des éco-volontaires du monde entier qui viennent ici partager et échanger. Dans ma ferme, ils viennent pour 4 semaines, 1 mois. Je leur donne le gîte et le couvert, et en retour, ils m'offrent leur travail quelques heures par semaine. Tourisme durable et solidaire, agriculture biologique, énergie renouvelable, El Hierro veut servir de modèle pour toutes les îles du monde. Première récompense, l'île vient d'être classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Voilà, nous sommes à Valle Hermoso. Et tu vois ce grand bâtiment blanc sur la colline? C'est l'hôtel où nous allons passer la nuit. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Agnatervé. Hola, hello. Vous allez bien? Super. C'est très mignon chez vous. Venez voir la vue sur le village si vous voulez. Ouh. Ah ouais, c'est super chouette. J'aime beaucoup cet endroit. Regardez la mer. Ouais. Quand je suis arrivé dans ce village, j'ai su que je voulais vivre ici. C'était un sentiment très fort. À partir de ce moment, j'ai cherché un endroit pour faire un hôtel et j'ai découvert ce lieu. Ça fait combien de temps que vous avez acheté ce bâtiment? Vous savez, vous avez arrêté votre carrière avec les Rolling Stones?
On m'a déjà dit ça. C'est ma seconde vie. And you can get more satisfaction now. Vous voulez que je chante une chanson? Jérôme, je te montre ta chambre? Ok, ça marche. Voici ton appartement. Waouh! C'est aussi mignon que l'extérieur. Ah, j'ai un compagnon. Très bien. Ah, le chat. Merci Herman. Bon séjour à toi. Merci beaucoup, merci. Tu vois ce mirador? À côté, il y a un monument dédié au Silbo Gomero. C'est un monument récent, une grande sculpture qui représente un homme sans tête. Mais ses mains représentent l'image du Silbo. Et au fond de cette vallée vit Lito, le berger, qu'on ira voir demain. Je vais essayer de l'appeler en sifflant, pour lui dire d'être prêt pour demain. Je vais essayer. D'ici là? C'est vraiment pas sûr qu'on y arrive, c'est très difficile, mais on va essayer. Ok, ça va. C'est vraiment difficile. Personne ne l'a jamais fait d'aussi loin. Ah oui? Non, nunca, nunca, nunca. Mais elle est où sa maison au berger là? Elle est tout là-bas. Où il y a la route là-bas. Avant d'appeler quelqu'un, si je veux t'appeler, je dirais. Donc je vais dire une fois. S'il m'entend, il répondra. Fuyo signifie quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oui, je suis là. Dis-moi, allô, dis-moi. Oui, c'est ça. Bon, déjà voir s'il y a du réseau. Hein? Allez, on essaye. Wow. Ça va super loin. Il y a une voiture. Ouais, il y a un coche. Ça marche. Je vais lui dire, c'est moi, Rogelio. Mais non. Attends, mais t'as répondu vraiment là? Oui, mais ça prend du temps, parce qu'il faut que le son arrive. Bueno, bien, bien, il m'a reconnu. Maintenant, je vais lui dire, demain matin, je viens chez toi. Demain matin, je viens chez toi. Bien, bien. C'est excellent. Putain, je pensais pas que c'était possible d'une distance comme ça. C'est génial. Il y a au moins 2 kilomètres. C'est incroyable. Il y a au moins 2 kilomètres. Ah, c'est top. Génial. Excellent. Excellent. Ah, je suis vraiment bluffé. Là. Incroyable. C'est trop bien. Je vais apprendre le Silbo. Je vais revenir en stage intensif. Allez, il faut prendre de l'élan. Vamos para arriba. 1, 2, 3. Vamos. Bienvenue à San Lorenzo. Bienvenue à San Lorenzo, mon ami. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Content de te rencontrer. Et voici mon fils David. Voici mes chèvres. Ah ouais, il y a un beau cheptel là. Elles savent, elles ont compris. Elles vont à la porte directement. Elles ont compris qu'on allait sortir.
On va prendre les bâtons et on les sort. Ça, c'est pour moi? Oui, il te plaît? Ah bah ça, oui, ça me va très bien. Il va falloir m'expliquer un petit peu le principe. Hein. Le bâton est comme un pied supplémentaire pour le berger. Je te montre. Tu le tiens comme ça et hop. Mais si ta main ne glisse pas, tu pars en avant. Allez, Bibi! Vous êtes encore nombreux à utiliser ce... Comment tu s'appelles ça? Astia. C'est Astia? En la gomera Astia. Avant, ça n'était utilisé que dans les champs par les bergers. Maintenant, il y a des groupes de personnes qui font de la randonnée avec. Il y en a même qui en ont fait un sport. Bien, ici, je pense que c'est parfait pour que tu essayes. D'accord. Tu me montres parce que moi j'ai... D'accord. L'important, c'est de bien sentir que chaque main a son rôle. Avec cette main, tu t'accroches. Voilà, bien. Et l'autre, tu la mets au-dessus. Regarde, plus haut. Et tu t'accroches aussi. Allez, on essaie ici. Mets cette main plus au-dessus, comme ça. Essaye plus haut. Bien, bien, bien. Bien. Ouais. T'es indulgent. Ok. Viens là, il y a une super vue. D'accord. Allez, je vais m'asseoir ici, moi. Allez, petite pause. C'est bien là. Il est bien ton canapé. J'imagine que ça doit te faire chaud au cœur de voir tout le travail que fait Rogelio avec ses élèves, de voir que cette langue du silbo, elle est réapprise à nouveau, qu'elle est enseignée, qu'elle va être pratiquée, qu'elle ne va pas se perdre. Oui, c'est très important pour moi et pour tous ceux qui se sentent goméros ou canariens, peu importe de quelle île, que ce soit de Tenerife, de La Palma, d'El Hierro. Le silbo est quelque chose de la Gomera, mais tous les Canariens le portent dans leur sang. Et ça doit rester dans notre sang, parce que lui et moi, nous ne sommes pas immortels. Il faut le transmettre pour que d'autres prennent la relève. La transmission, oui. C'est très rassurant de voir combien ces particularismes sont toujours très forts, très vivants, et c'est rassurant, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense évidemment à Chabela et à Carmelina avec leur musique et leurs racines cubaines. Évidemment, je pense à toi, qui a vraiment beaucoup œuvré avec les enfants et puis qui a vraiment donné tout ton cœur, voilà, pour que mon voyage soit vraiment imprégné des vraies racines de ces îles. Un petit clin d'œil aussi, évidemment, à Juan Carlos et à Antonio. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. C'était pour moi une découverte vraiment touchante et surprenante. Je ne m'attendais pas à ça. À bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission en replay sur plus.fr ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous dis à très vite. À bientôt. Adios. J'y arrive mieux quand même. Hein. C'est mieux. Hein. Adios.